Bien, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle pause discussion. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Josefa Calcerano, qui est autrice, mais aussi professeure de philosophie. Bonjour, Madame Calcerano. Bonjour Farad, Tout d'abord, merci d'être venue. merci à toi de m'avoir invité. Comme je le disais, vous êtes professeure de philosophie. Quelles questions vos élèves vous posent le plus souvent et lesquelles vous surprennent encore? Euh, alors, une question qu'ils me posent souvent et qui n'est pas très agréable à entendre, c'est à quoi ça sert la philosophie? Parce que la réponse, elle n'est pas évidente pour eux. C'est-à-dire que la réponse, c'est à pas grand-chose à part à réfléchir. Et Mhm. donc, souvent, on a la flemme, on n'a pas envie de réfléchir. Parce que la philosophie, c'est l'amour, étymologiquement, c'est l'amour de la sagesse. L'amour, on trouve la sagesse grâce au savoir. Et le savoir, il est gratuit. En fait, on fait ça gratuitement, juste pour être moins bête et avoir plus Mhm. d'esprit critique. Et ça va un peu à contre-courant du discours ambiant qui dit qu'on doit faire les choses pour produire, il faut être compétent, il faut fabriquer, il faut gagner de l'argent. Et le philosophe, il te dit juste, bah, arrête-toi, pose-toi et réfléchis. Entièrement gratuitement, comme ça, pour rien. Et ça, pour les adolescents, parfois, c'est un peu compliqué à entendre. Pas que pour eux, d'ailleurs. Vous avez un livre qui s'appelle Qui suis-je, Léonie et ses questions existentielles, dans lequel vous rendez la philosophie accessible aux adolescents. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous adresser directement à eux plutôt qu'à un public adulte? Parce que moi, c'est les adolescents que j'aime. J'ai pas grand-chose à dire aux adultes, en tout cas pas pour le moment. Mais par contre, j'ai plein de messages pour les adolescents et bah, je suis professeure dans le secondaire, donc c'est pas pour rien. Moi, c'est Mhm. mon public de prédilection, donc forcément, j'allais écrire pour eux avant, avant tout autre public. Vous avez aussi un autre livre qui est Le Grand Test. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Donc, le Grand Est, c'est une dystopie. Et comme toute dystopie, elle commence par une utopie, c'est-à-dire que par le rêve d'une société idéale. Cette société idéale, elle a été réalisée par la société nouvelle. Le gouvernement a réussi dans la société nouvelle à créer une société débarrassée du mal et de la criminalité. Donc en apparence, c'est un très beau projet. Et pour y arriver, ils ont mis en place le grand test que les adolescents doivent passer l'année de leurs 16 ans. Mhm. Et ce grand test, il consiste en une série d'épreuves, de dilemmes terribles, où tu vas carrément devoir choisir si tu tues quelqu'un ou pas. Et donc, c'est au tour de Tara, qui a 16 ans, de passer son grand test et donc d'arriver pour sa semaine à l'institution, qui est une ancienne caserne militaire abandonnée. Et là-bas, elle va faire la rencontre d'autres adolescents et tous ensemble, ils vont devoir se soumettre aux épreuves et savoir à la fin, s'ils réussissent le grand test, ils sont réintégrés dans la société. Par contre, s'ils échouent, ils sont bannis. Et dans Le Grand Test, qui marque un passage de l'essai à la fiction, qu'est-ce que la narration permet d'explorer différemment sur les questions existentielles? Alors, la narration, elle permet d'embarquer le public adolescent vers le questionnement, parce qu'à la base, il est parfois un peu réfractaire, parce qu'on a la flemme, on n'a pas envie de réfléchir et de se poser des questions philosophiques compliquées. Et donc, la narration, la fiction, tout ce qui est, j'ai envie de dire, effets spéciaux dans les films, eh bien, il y en a dans le livre, il y a des explosions, il y a une romance aussi en fond. Et donc, tout ça, ça permet d'embarquer le lecteur vers un questionnement. Et les adolescents me disent souvent qu'ils ont lu le livre très vite, qu'ils ont envie de tourner la page, qu'ils ont l'impression de regarder un film ou une série. Et tout ça les amène à se poser des questions. Et je pense que j'ai réussi mon coup parce qu'ils me disent souvent qu'ils se sont identifiés au personnage et qu'ils se sont demandé eux aussi qu'est-ce qu'ils auraient fait à leur place face à ces terribles dilemmes. L'adolescence est souvent un âge de doute ou de remise en question. Pensez-vous que la philosophie puisse être un outil de survie à cet âge-là? Un outil de survie, tu dis? Oui. Euh, je n'irai pas jusque-là, non. L'adolescence, c'est un être humain comme les autres, qui aime bien choisir la facilité. Donc, on n'aime pas spécialement penser. Et donc, je, euh, quand je suis face à mon public, ben, je dois les forcer quand même un petit peu à penser, comme on les force peut-être à faire des maths ou autre chose. Oui. Euh, donc, la philosophie, elle est là pour leur inculquer de l'esprit critique, mais il faut quand même aller les chercher parce que, bah, comme tout être humain, ils n'ont pas spécialement envie de faire de terribles efforts pour penser. Vous êtes aussi passionné de photographie et de street art. Ces formes d'expression visuelle influencent-elles votre manière d'écrire ou de penser le monde? Je dirais que c'est plutôt l'inverse.
C'est-à-dire que c'est plutôt mon amour pour la philosophie et pour l'écriture en général qui influence ce que je cherche en photographie. Ce n'est pas par hasard si dans le street art, je recherche des mots. Donc c'est rare que je photographie une fresque faite que d'images, sans mots. Je trouve les mots terriblement beaux, j'adore ça. Et c'est ça que je cherche dans mes photos, en fait. Et il y a souvent des phrases ou des messages sous-jacents. Votre identité italienne et votre ancrage à Liège cohabitent dans votre parcours. Ces racines multiples nourrissent-elles votre regard philosophique ou littéraire? Oui, évidemment, oui, comme tout le monde, mes racines composent mon identité et donc aussi ma façon de penser. Surtout, plus que mes racines, c'est la langue. Donc j'ai la chance, même si je suis née en Belgique, d'encore comprendre le dialecte sicilien que mes grands-parents m'ont parlé. Et donc, c'est vraiment le dialecte typique de leur village. Et c'est une langue faite beaucoup d'ironie. Ils utilisent beaucoup cette métaphore. On dit souvent le contraire de ce qu'on pense. On a beaucoup d'autodérision. Et donc la langue formate aussi notre façon de penser. Et donc moi j'ai la chance d'avoir dans ma tête deux formes de pensée qui coexistent. La pensée influencée par la langue francophone et la pensée sicilienne. Et tout ça cohabite et fait un joyeux mélange dans ma tête. Et, euh, et, et, et fabrique donc qui je suis. Dans vos livres, les questions sont parfois les plus importantes que les réponses. Est-ce volontaire de laisser le lecteur dans une forme d'inconfort réflexif? Oui, évidemment. Donc, le lecteur, je ne lui impose jamais une réponse. Donc, les personnages du roman sont confrontés, donc le lecteur aussi, à de terribles dilemmes, à des questions philosophiques, morales très compliquées. C'est quoi le bien? C'est quoi le mal? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Et qui suis-je pour donner des réponses? Personne. Et donc, un des messages du livre, c'est ça aussi, c'est que la réalité, elle n'est jamais toute blanche ou toute noire, que c'est gris et qu'il faut faire avec et que à chacun de trouver ses propres réponses. Et le message aussi, c'est de dire méfiez-vous de ceux qui vont vous imposer une réponse en vous disant nous, on a trouvé la vérité absolue, on sait vous dire ce que c'est le bien. Non, Mhm. personne ne le sait. Et dans le livre, et c'est pour ça que c'est une dystopie, c'est ce qui se passe. Le gouvernement a imposé sa réponse, et hors de l'utopie, on passe à la dystopie parce que pour imposer sa réponse, il a ôté aux citoyens toute forme de liberté. On est dans le contrôle absolu. Et comment est-ce que vous trouvez l'équilibre entre exigence philosophique et clarté quand vous écrivez pour un public adolescent? Je ne sais pas si j'ai trouvé l'équilibre, mais en tout cas, s'il faut faire un choix, je pencherai du côté de la clarté. Donc moi, pendant mes études de philosophie, j'ai adoré mes études, mais j'ai trouvé les philosophes insupportables. Donc, quand on lit des grands philosophes et même des moins grands, ils sont dans le jargon, et alors ils compliquent, j'ai l'impression qu'ils compliquent pour faire compliqué. Et combien de fois pendant mes études, je me suis dit, mais ils ne savent pas dire ça simplement. Vous voyez, j'ai presque l'impression que parfois il y a une forme d'imposture. On fait exprès de faire compliqué pour avoir l'air intelligent. Et la première chose que j'ai voulu faire en sortant des études et quand je suis devenue enseignante, c'est clarifier tout ça, vulgariser tout ça et montrer que la philosophie, c'est pas obligé d'être compliqué et qu'on peut dire les choses simplement et que c'est accessible pour tout le monde en fait. Et c'est ça qui m'amuse très fort en fait, c'est de rendre la philosophie simple. Et si vous deviez résumer le grand test, non pas par son intrigue, mais par la question centrale qu'il pose, quelle serait-elle? La question centrale, c'est celle de la liberté versus le déterminisme. Donc, quand Tara arrive, le personnage principal arrive à l'institution, elle découvre qu'ils ne commencent pas tous avec les mêmes chances. Donc, dans cette société-là, pour pouvoir dépister et prévenir la délinquance, on dépiste les jeunes en fait. Et dès leur petite enfance, on repère les potentiels futurs délinquants. Et donc, quand ils arrivent à l'institution, donc le but à la fin de la semaine de l'épreuve, c'est que tu réussisses à avoir 70% pour réussir ton grand test et ne pas être banni de la société. Mais ils ne commencent pas tous avec le même pourcentage. Donc, dans l'aile A vont se retrouver les citoyens modèles, tous ces jeunes qui commencent avec 100%, parce qu'eux ont toujours fait le bien et que la société aime leur façon de réagir. Et puis, il y a tous les autres qui se retrouvent dans l'aile B. Tara va être reléguée aussi dans l'aile B. Elle, par exemple, elle ne commence qu'avec 40%, parce qu'elle vient de ce qu'ils appellent la société montante, une belle langue de bois pour dire les plus pauvres, les milieux défavorisés, comme on dirait maintenant, et parce que ceux-là sont potentiellement plus soumis
à devenir des délinquants que les autres. Et donc, dans l'LB, on retrouve les hyperactifs, les colériques, les personnes qui manquent d'empathie, tous ces enfants qu'on a repérés dès le départ en se disant attention, ceux-là, il faut les surveiller, les maintenir sous contrôle parce qu'ils ont plus de potentialité de devenir des délinquants. Et donc, la question, oui, c'est cette question-là qui est centrale. Et le message que j'ai envie de faire passer aux jeunes, c'est méfiez-vous justement de ces étiquettes, de ces essences dans lesquelles on vous enferme, comme si vous étiez déterminé à devenir ça et pas autre chose. Euh, voilà, ça c'est le problème central, je pense, du roman. Et pour finir, selon vous, quelle serait aujourd'hui la question philosophique essentielle que chaque adolescent devrait se poser? Euh, elle est compliquée cette question-là. Je Alors, si c'est plus spécifiquement les jeunes, je leur dirais de se demander est-ce que la vision qu'on impose de la société est si évidente que ça? Donc, est-ce qu'on ne peut pas voir le monde autrement? On les bombarde pour le moment, enfin pour le moment et même avant, d'un discours assez pessimiste. Donc, on leur dit, mais regardez, le monde il est moche, il y a la guerre, il y a les épidémies, il n'y a plus beaucoup de travail, il y a l'intelligence artificielle qui va nous rendre peut-être stupides, il y a les réseaux sociaux qui vous rendent complètement amorphes. Et moi, j'ai envie de leur dire, mais est-ce que c'est si évident que ça que le monde est négatif et que l'avenir est négatif aussi? Parce que finalement, la guerre, elle a toujours existé, les épidémies aussi. Alors nous, on n'avait pas les réseaux sociaux, mais quand Internet est arrivé, on a dit que ma génération serait stupide aussi. On a dit que la télévision allait nous rendre asociaux. Alors maintenant, on parle des réseaux sociaux. Et j'ai envie de leur dire, bah, demandez-vous si c'est si terrible que ça. Parce que moi, j'ai beaucoup d'espoir. Je crois que les jeunes ne vont pas être plus stupides que nous, on l'a été. Je crois même que ce sera le contraire. Et quand je dis que j'ai envie de développer leur esprit critique, je ne veux pas du tout présupposer qu'ils n'en ont pas. Au contraire, je pense que les jeunes ont beaucoup d'esprit critique, qui sont très lucides, ils savent très bien ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, ils savent très bien ce qu'il en est. Donc, il ne faut pas du tout les sous-estimer. Et moi, je pense d'aussi belles choses, si pas plus belles que nous. Merci beaucoup, Josefa Calcerano, d'être venue et d'avoir partagé cette belle discussion avec moi. Merci Ferhat, merci à toi. Merci également à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien.